ele quer dar algumas palavrinhas de apresentação que eu vou traduzir, em seguida ele começa a palestra dele. Zarka, c'est à vous maintenant. Merci, merci. Je suis heureux de parler à cette conférence, mais je regrette de ne pas être sur place, ce qui aurait dû être le cas l'année dernière. Malheureusement, ma venue au Brésil et en Argentine a été annulée pour des raisons évidentes à cause du coronavirus. En tout cas, je remercie beaucoup tous les organisateurs de cette conférence, Claudio Laivas, Isabelle Limongi et les collègues argentins de m'avoir ainsi invité. Donc, je passe à mon propos. L'ennemi selon Hobbes. Hobbes a ouvert plusieurs accès aux politiques par ses théories du désir de puissance, du contrat et du pouvoir. Celui qui m'intéressera ici est différent. Il s'agit du concept de l'ennemi. Mon intention est donc d'examiner l'accès hobbesien à la figure existentielle de l'ennemi à partir d'une question qui hante notre temps pour des raisons qui apparaîtront clairement ci-dessous. Et la question centrale est, est-ce que le concept de politique est constitutivement lié au concept d'ennemi? Pour répondre à cette question, il faudra d'abord revenir à la définition de l'ennemi et se demander si la relation d'hostilité peut être surmontée. Or, il s'agit là de questions centrales chez Hobbes. C'est du reste probablement pour y répondre qu'il a écrit l'œuvre politique sans doute la plus importante de toute l'histoire de la pensée. Comment l'ennemi advient-il? Pourquoi les hommes s'engagent-ils dans cette lutte à mort qu'est la guerre? Mais surtout, question centrale de Hobbes, comment en sortir? Comment sortir de la guerre? La notion d'ennemi, la détermination de sa nature, la définition de la relation d'hostilité sont évidemment au centre d'une théorie du conflit, plus précisément du conflit politique, c'est-à-dire de la guerre. L'état de guerre, dit Hobbes, est celui où règne, je cite, la crainte et le risque continuel d'une mort violente. La vie de l'homme est alors solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale et brève. Fin de citation. Ce qui spécifie la guerre par rapport aux autres conflits, c'est, je cite Hobbes, « the danger of violent death », le danger de la mort violente, la possibilité permanente de la mort violente. Tout conflit n'est donc pas nécessairement politique, seul ce qui cache l'existence physique des individus et groupes. L'opposition des intérêts divers sont des espèces, mais ne relèvent pas du conflit politique. Ils ne pourraient prendre ce caractère qu'en exposant la vie de ceux qui s'y affrontent à la mort. La guerre est donc le conflit politique, celui où la figure de l'ennemi apparaît dans sa spécificité. Je cite Hobbes, « Si deux hommes désirent la même chose alors qu'il n'est pas possible qu'ils en jouissent tous les deux, ils deviennent ennemis et dans leur poursuite de cette fin, chacun s'efforce de détruire ou de dominer l'autre. » Fin de citation. Le texte latin du Léviathan dit « Alter alterius hostis fit ». L'ennemi politique, Hobbes le nomme évidemment hostis. Ce qui caractérise l'hostis, c'est de chercher à dominer ou à détruire son adversaire. La guerre n'est jamais un jeu parce que son enjeu est l'existence même de ceux qui s'affrontent. Si l'on considère les trois sortes torches chez Grotius, Hugo Grotius, la guerre privée entre individus, la guerre publique entre États ou la guerre mixte entre État et individus, on voit se dessiner trois figures de l'ennemi.
Première figure, c'est l'individu mu par sa libido dominandi, son désir de domination par rapport aux autres individus. Deuxièmement, l'État qui fait face à d'autres États souverains. Et troisièmement, le rebelle, le factieux ou le conjuré, celui qui a rompu le lien social et est devenu l'ennemi de l'État. On dirait aujourd'hui, si vous voulez, le terroriste. Ces trois figures ne sont pas purement et simplement superposables. Dans mon livre « Hobbes et la pensée politique moderne », cité à l'instant par Isabelle Imongi, j'ai consacré un chapitre qui s'intitule « De la guerre » et qui visait à définir la spécificité de ces trois sortes de guerres. Je n'y reviendrai pas. En revanche, ce que je voudrais soumettre ici à l'analyse, ce sont les déterminations par lesquelles Hobbes définit l'ennemi. Ces déterminations qui caractérisent, selon Hobbes, l'ennemi sont au nombre de 4. Première détermination. L'ennemi est, selon Hobbes, toujours relationnel. L'hostilité est et n'est qu'une relation avec un autre, un individu ou une collectivité. Cela veut dire que si la relation change, l'hostilité disparaît. Autrement dit, Hobbes dénaturalise, désubstantialise et déshistoricise l'ennemi. L'ennemi n'est jamais tel par sa nature, il n'est jamais tel par une agressivité inscrite dans la nature des individus ou des groupes. Il n'est non plus jamais ennemi par son être, son ethnie ou sa race, ni par son histoire. L'hostilité n'est pas héréditaire. L'hostilité est donc une relation dont on peut déterminer les causes et chercher à les surmonter. Deuxième détermination de l'ennemi. L'ennemi est soit intérieur, soit extérieur. Cette distinction entre intériorité et extériorité n'a de sens qu'avec l'existence de l'État. Celui-ci a en effet pour tâche d'établir la paix et la sécurité intérieure, c'est-à-dire de mettre en place des dispositifs civils, pénaux, juridiques et politiques visant à réduire autant que faire se peut la figure de l'ennemi intérieur. Seul l'ennemi extérieur reste, selon Hobbes, irréductible. Il traduit la relation d'extériorité insurmontable entre des États souverains distincts entre eux. Pour le dire en d'autres termes, il s'agit pour Hobbes de montrer comment les dispositifs technico-juridico-politiques mis en place par le pouvoir politique d'État sont en mesure de maîtriser les causes de guerre civile tout en laissant subsister les guerres interétatiques. Troisième détermination de l'ennemi. La relation d'hostilité peut être rationnelle ou irrationnelle. Elle est rationnelle lorsqu'elle est fondée sur le désir de conservation de soi. Elle devient irrationnelle lorsque le désir de puissance devient illimité et perd de vue la conservation de soi. Ainsi, les guerres économiques, de défense ou même de prévention sont rationnelles parce qu'elles visent à la protection et à la conservation de soi. En revanche, les guerres qui sont entreprises pour la gloire sont irrationnelles. Elles peuvent produire la mort pour des bagatelles. Parmi les trois causes de guerre, la rivalité, la méfiance et la gloire, la troisième est source d'irrationalité. Quatrième détermination de l'ennemi. La politique ne peut éradiquer totalement l'ennemi. Cela est vrai pour l'ennemi extérieur, c'est-à-dire un autre État, qui est permanent, mais aussi pour l'ennemi intérieur, c'est-à-dire le factieux, le rebelle ou le conjuré. Comme on vient de le voir, l'État a pour fonction de créer un contexte de sécurité et de certitude qui empêche les individus de retomber dans la guerre civile, mais cette rechute est toujours possible, toujours menaçante. L'ennemi réel ou potentiel reste donc une figure qui hante la politique, mais celle-ci définit
précisément l'art de surmonter l'hostilité, sinon de l'éradiquer, ce qui est impossible, de l'éradiquer. Si la politique a un sens pour Hobbes, c'est dans la mesure où elle peut mettre fin à la guerre, même si ce terme n'est jamais définitif. Il faut sortir de la guerre. Voilà un impératif hobbesien. Le problème politique essentiel consiste donc à savoir comment arrêter la guerre, c'est-à-dire définir les conditions et les dispositifs où ce n'est pas la violence et la lutte à mort qui définissent les relations entre hommes. C'est pourquoi Hobbes est, en un sens, plus un penseur de la paix que de la guerre. Mais avant de creuser plus avant ces déterminations de l'ennemi chez Hobbes, il convient déjà, au titre de ce que je viens de montrer, de souligner à quel point cette pensée de l'hostilité ne saurait être assimilée à celle du nazi Carl Schmitt, qui pourtant s'en réclame sans cesse, aussi bien dans son livre sur le Léviathan dans la doctrine de l'État de Thomas Hobbes que dans la notion de politique et dans un très grand nombre d'autres textes. Je l'ai dit, il y a une dénaturalisation, une désubstantialisation et une déshistoricisation de l'ennemi chez Hobbes, qui rendent absolument inacceptable et même incompréhensible dans sa pensée, dans la pensée de Hobbes, le passage de Schmitt que je vais citer, lequel occupe une place centrale dans le texte de Carl Schmitt, la notion de politique, et qui semble ouvrir la possibilité d'une substantialisation de l'ennemi, possibilité qui deviendra réalité à partir de 1933, où interviendra la figure de l'ennemi de race. Je cite Schmitt, texte qui est absolument inacceptable pour Hobbes. Je cite Schmitt donc, il se trouve simplement qu'il, l'ennemi politique, est l'autre, l'étranger, et il suffit pour définir sa nature, qu'il soit dans son existence même et en un sens particulièrement fort, cet être autre, étranger, est tel qu'à la limite des conflits avec lui soit possible, qui ne saurait être résolu ni par un ensemble de normes générales établies à l'avance, ni par la sentence d'un tiers réputé non concerné et impartial. Fin de citation. Deuxième point, s'il est bien vrai, et cela Schmitt l'a vu, que la figure de l'ennemi extérieur tient à l'absence de régulation juridique des rapports interétatiques qui fait que rien n'empêche des conflits entre États de se transformer en guerre, rien ne correspond chez Hobbes à ce que Schmitt considère comme une transcendance de la communauté sur l'individu dans la lutte contre l'ennemi. La décision de guerre chez Hobbes ne peut jamais avoir le sens d'une manifestation de la transcendance de la communauté étatique qui appelle l'individu au sacrifice de soi. Le texte de Schmitt, comme celui que je vais lire à l'instant, qui appelle l'individu au sacrifice, est aux antipodes, le texte que je vais lire est aux antipodes de la pensée de Hobbes, texte qui va appeler à la sacrifice de soi. Je cite Schmitt, une collectivité humaine qui renoncerait à ses conséquences de l'unité politique ne serait pas une collectivité politique, car elle renoncerait au pouvoir de désigner par une décision qui fasse autorité celui qu'elle considère être comme un ennemi. Ce pouvoir de disposer de la vie physique des hommes met la communauté politique au-dessus de toute autre espèce de communauté ou société. Fin de citation de Schmitt. Troisième point, sur un autre point central, les positions hobbesiennes ne sauraient être interprétées en termes schmittiens. Il s'agit de la discrimination entre amis et ennemis, qui est, selon Schmitt, je cite Schmitt, la distinction spécifique du politique à laquelle peuvent se ramener les actes et les mobiles politiques. Elle fournit un principe d'identification qui a une valeur de critère et non une définition exhaustive ou compréhensible. Fin de citation de Schmitt. Il y a en effet une dissymétrie de l'ami et de l'ennemi. D'ailleurs, Schmitt insiste très peu sur l'ami, il parle en revanche très fréquemment de l'ennemi. En vérité, pourquoi? Eh bien parce que l'ami n'est que l'allié, il est simplement celui qui a le même ennemi que moi.
C'est donc l'ennemi qui occupe la place centrale. Faut-il faire de l'ennemi le concept de politique centrale, comme Schmitt, celui sans lequel le politique n'est pas pensable? Tenir cette position, c'est, comme on le verra ci-dessous, entrer dans une logique de l'hostilité. Cette logique n'est pas celle de Hobbes. C'est pourquoi la politique est pour lui l'art de surmonter la figure de l'ennemi, donc d'arrêter, fût-ce provisoirement, la guerre. Or, ce qui est constitutif de l'hostilité, c'est l'unilatéralité des adversaires qui en fait des ennemis. Pour surmonter l'hostilité, il faut donc définir les conditions du passage de l'unilatéralité des ennemis à la réciprocité, non certes de l'amitié, mais au moins simplement de la coexistence. Comment empêcher les hommes d'entrer dans une lutte à mort? Comment les conduire à la coexistence et à la paix? Telles sont les questions politiques selon Hobbes. On est très loin du champ macabre à la guerre qu'est la notion de politique de Schmitt. Ce détour, par la comparaison avec Schmitt, nous a ouvert la voie, je l'espère, vers l'idée que nous pouvons trouver chez Hobbes non seulement une conception de l'ennemi distincte de celle de Schmitt, mais en plus une réfutation par anticipation du concept schmittien de politique. Premier point que je voudrais examiner, c'est cette question, cette notion de l'ennemi relationnel chez Hobbes. Je disais à l'instant que Hobbes dénaturalise, désubstantialise et déshistoricise l'ennemi. Cela veut dire qu'il n'y a rien dans l'être d'un individu, ou d'un État d'ailleurs, qui puisse en faire un ennemi. Il n'y a pas non plus d'ennemi historique ou héréditaire. Les références à la nature agressive ou à la méchanceté naturelle de l'homme, à l'antagonisme des races, je signale que l'antagonisme des races était une idéologie qui existait déjà au XVIe et XVIIe siècle, ou au conflit de légitimité, toutes ces notions, loin de révéler les raisons de l'existence de l'hostilité et donc de la figure de l'ennemi, sont des représentations fausses selon Hobbes, disons idéologiques, qui masquent la réalité. Qu'est-ce que c'est que l'hostilité? L'hostilité est essentiellement pour lui une relation qui résulte d'une dynamique passionnelle des rapports interhumains qui les porte vers la lutte à mort. Cette dynamique conflictuelle, celle de l'état de guerre, intervient lorsqu'il n'existe pas de pouvoir politique ou lorsque celui-ci est détruit ou encore lorsque le pouvoir politique est hors d'état de remplir sa fonction. Comme sur le plan interétatique, il n'existe pas d'instance supérieure à la souveraineté des États, la dynamique de la puissance qui conduit à la guerre est, dans ce cas-là, interétatique, irréductible. Dire que l'hostilité est relationnelle, c'est donc devoir en rendre compte en termes de dynamique, de passion et de puissance. Je voudrais à cet égard faire 4 remarques. Tout d'abord, Hobbes montre que, contrairement à ce qu'on lui fait dire souvent, il n'y a ni méchanceté naturelle de l'homme, ni de tendance de l'homme à l'agressivité et à la guerre. Non seulement, je cite Hobbes, les désirs et les autres passions de l'homme ne sont pas en eux-mêmes des péchés, c'est ce qu'il dit, mais en outre, il y a des passions, dit-il, qui inclinent à la paix. Ce sont la crainte de la mort, voici les passions qui inclinent à la paix, je cite, ce sont la crainte de la mort, le désir des choses nécessaires à une vie agréable, l'espoir de l'obtenir par leur industrie. Fin de citation. Comment l'antagonisme peut-il naître et porter des individus à se concevoir comme des ennemis jusqu'à entrer en guerre dans une lutte à mort? Comme le fait remarquer Hobbes au chapitre 11 du Léviathan, les passions humaines sont ambivalentes. Certaines, on vient de le rappeler, conduisent à la coexistence et à la paix, mais d'autres conduisent à l'hostilité et à la guerre. Quelles sont les passions qui conduisent à l'hostilité et à la guerre? L'envie, l'ambition, la vanité, les rivalités qui s'ensuivent, en particulier dans la recherche des richesses et des honneurs. Tout cela porte les hommes à la guerre. En revanche, la crainte de la mort, le désir de volupté,
où le désir de savoir porte les hommes à la paix. Toute la démarche de Hobbes dans les chapitres 10 à 13 du Léviathan va consister à montrer pourquoi, en dehors de l'existence d'un État, les passions qui conduisent à la guerre l'emportent sur celles qui mènent à la paix. Il y a deux raisons à cela. La première consiste dans la transformation du désir de persévérer dans l'être en désir illimité de puissance. Dans l'état de nature, c'est-à-dire dans une situation d'incertitude généralisée sur les intentions d'autrui, les hommes cherchent à préserver leur existence en accumulant les moyens qui leur permettent de parvenir à cette fin. Il y a un texte célèbre du chapitre 11 du Léviathan qui explique les raisons de cette transformation du désir humain qui passe du désir de persévérer dans l'être au désir de puissance. Je cite Hobbes, « Ainsi, je mets au premier rang, à titre d'inclination générale de l'humanité, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir puissance après puissance, désir qui ne cesse qu'à la mort. La cause n'en est pas toujours qu'on espère un plaisir plus intense que celui qu'on a déjà réussi à atteindre, ou qu'on ne peut pas se contenter d'une puissance modérée, mais, cette phrase est capitale, mais plutôt qu'on ne peut pas rendre sûr, sinon on en acquérant davantage, la puissance et les moyens dont dépend le bien-être qu'on possède présentement. » Fin de citation. Le désir illimité de puissance n'est donc pas une tendance spontanée ou interne de la nature humaine. Il résulte du contexte relationnel où chaque individu est porté à penser que son être et son bien-être est à la merci d'autrui, ce qui le conduit à accumuler la puissance, c'est-à-dire, en définitive, son empire sur le plus grand nombre d'hommes possible. Le pouvoir sur autrui est en effet le plus grand des pouvoirs. Il augmente notre capacité d'agir de manière bien plus considérable que n'importe quoi d'autre. Même les hommes modérés sont entraînés dans cette dynamique vertigineuse. Ceux qui, je cite Hobbes, autrement se fussent contentés de vivre tranquilles à l'intérieur de limites modestes, ne pourraient pas subsister longtemps s'ils n'accroissaient leur puissance par l'agression et s'ils restaient simplement sur la défensive. En conséquence, un tel accroissement de l'empire d'un homme sur les autres, étant nécessaire à sa conservation, doit être permis. Autrement dit, tous les hommes sont entraînés dans cette dynamique qui les porte vers la guerre. Deuxième considération, remarque, si l'accumulation indéfinie de la puissance ne porte pas les hommes, si l'accumulation indéfinie de la puissance ne porte pas certains hommes à l'emporter définitivement sur les autres, comme c'est le cas chez Pascal, s'il n'y a donc pas formation d'un parti dominant et d'une masse d'opprimés, c'est en raison du principe de l'égalité naturelle des hommes, chez Hobbes. Cette égalité n'est pas simplement une inégalité de principe ou de droit, mais une inégalité de fait, c'est-à-dire de puissance à l'effet maximum. Cet effet maximum consiste dans le pouvoir de tuer l'autre homme. Or, en raison de la fragilité du corps humain, n'importe quel homme est capable, par force ou par ruse, de tuer n'importe quel autre. Dans ces conditions d'impossible stabilisation de la puissance, il ne peut y avoir de victoire des uns sur les autres, c'est-à-dire établissement d'une domination stable de fait. Troisième remarque, les causes de l'hostilité sont définies au chapitre 13 du Léviathan. Il y a 3 causes de guerre. La première est la rivalité économique. Supposons que la nature soit avare en biens utiles ou choses nécessaires à la conservation de la vie. On comprend alors que le désir de persévérer dans l'être puisse amener un homme à agresser un autre qui en détient ou à défendre ce qu'il possède. Cette rareté de la nature, supposée, est susceptible de rendre compte d'une rivalité locale, non d'une rivalité universelle et d'un conflit perpétuel. La seconde cause de guerre est la méfiance. Elle donne lieu à une guerre offensive de prévention qui met en œuvre violence et ruse et a pour but la sécurité. En un sens, la méfiance découle de la rivalité sur les biens utiles à la conservation de la vie. Chacun voyant en l'autre un ennemi, anticipe une agression possible, réelle ou imaginaire, pour maîtriser l'adversaire potentiel. Le désir de persévérer dans l'être devient ainsi désir de domination.
En un autre sens, la méfiance révèle la vérité de la rivalité, car celle-ci portait tout d'abord sur des choses immédiatement utiles à la conservation de la vie. Désormais, son enjeu est d'un autre ordre, la puissance sur autrui. La rivalité sur la puissance donne lieu à une guerre de désir et non plus simplement de besoin. La troisième cause de guerre est le désir de gloire. La gloire est une passion réflexive. C'est une spécification de la joie dans le rapport à autrui. Elle consiste en une exaltation de l'esprit que provoque l'image de notre propre puissance. La gloire est le plaisir de la représentation de la puissance. Or, la gloire exige que notre puissance soit reconnue par les autres. Aussi, les hommes cherchent-ils à obtenir cette reconnaissance par des guerres de prestige qui universalisent la guerre interhumaine et la rendent irrationnelle, parce que oublieuse de la cause fondamentale de la recherche de la puissance et donc de la guerre, à savoir le désir de persévérer dans l'être ou de se conserver dans l'être. Le désir de gloire fait perdre la tête des hommes qui risquent leur vie pour des bagatelles. On voit donc comment ce que Hobbes appelle l'état de guerre relève d'une dynamique relationnelle qui porte les hommes à chercher à se dominer mutuellement sans y parvenir. Or, loin de conduire à la sécurité et au maintien de la vie de l'individu, du moins de certains d'entre eux, aux dépens des autres, cette dynamique relationnelle conduit tout le monde à l'insécurité, à la misère et à une mort violente assurée. Quatrième remarque, dans cette théorie relationnelle de la guerre, qui désubstantialise l'ennemi et l'objet, et qui désubstantialise le sujet et l'objet de la guerre, l'ennemi est toujours un ennemi, pour ainsi dire, accidentel. Il n'est l'ennemi qu'en fonction du contexte qui le rend tel. L'ennemi est indéterminé au sens précis où n'importe qui peut le devenir. Par là même, Hobbes fait perdre à l'ennemi toute consistance. Il déréalise les conflits de légitimité qui étaient centraux à l'époque de la guerre civile anglaise. Plus exactement, il en fait des instruments idéologiques au service du déchaînement passionnel. Mais par là même, il est possible de répondre à l'injonction dans laquelle Hegel voyait le principe de la philosophie politique de Hobbes, il faut sortir de l'état de guerre. C'est le principe que Hegel dit majeur chez Hobbes, et il a raison. Si la guerre résultait de la nature humaine ou de la constitution interne de l'individu, il serait impossible d'en sortir, de même que si elle mettait aux prises deux races antagonistes, à moins que l'une exterminât l'autre. Encore une fois, cette affirmation que je viens de faire n'a rien d'anachronique au XVIe et XVIIe siècle, ou si elle était la reproduction d'un conflit immémorial de légitimité, ce qui n'est jamais le cas chez Hobbes. Si la guerre s'explique par une dynamique relationnelle qui crée l'hostilité mutuelle des hommes et l'universalise, il faut alors définir les conditions d'une modification du contexte relationnel. Je cite Hobbes, « Il suffit comme description de la triste condition où l'homme est effectivement placé par la pure nature, avec cependant la possibilité d'en sortir, possibilité qui réside partiellement dans les passions et partiellement dans la raison. » Fin de citation. L'institution de l'État apportera donc une solution apportera une rupture avec le contexte de l'état de nature par création d'un déséquilibre, rupture de l'égalité de tous au maximum. L'institution d'un pouvoir supérieur à tous les autres est susceptible de rendre possible la coexistence. Deuxième point que je voudrais examiner, après d'avoir creusé cette notion de l'ennemi rationnel, c'est l'ennemi extérieur. L'ennemi extérieur. Jusqu'où peut-on réduire la figure de l'ennemi? Les conditions de cette réduction sont fixées par la théorie de la coexistence, par une théorie de la coexistence qui comporte deux niveaux. Le premier niveau de cette théorie de la coexistence consiste en une doctrine des vertus morales entendue au sens de dispositions par lesquelles les hommes peuvent s'accommoder les uns aux autres. L'exigence de paix, vécue à la fois comme rationnelle et vitale,
et la définition des moyens de parvenir à la paix, c'est-à-dire les vertus morales, ont pour principe interne une réciprocité qui doit substituer la coexistence à la conflictualité et par voie de conséquence réduire la figure de l'ennemi. Si l'ennemi est le produit d'une dynamique relationnelle qui permet de rendre compte non seulement de la peur qu'il produit, mais aussi des fictions mentales et affectives que l'on forge à son sujet, la modification de la relation doit pouvoir le faire disparaître et permettre la coexistence. Si l'on reste sur le plan de l'exigence morale, au sens de Hobbes, il semble que la réduction de la figure de l'ennemi puisse être complète et universelle. Le principe de réciprocité s'exprime en effet ainsi, simplement, ne fais pas, je cite Hobbes, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît à toi-même. Fin de citation. Juste après avoir énoncé ce principe de réciprocité, Hobbes ajoute, cette formule, lui, à l'homme, montre que toute l'étude des lois de nature qui lui incombent consiste seulement quand il pèse les actions des autres en comparaison avec les siennes et qu'elles lui semblent trop pesantes, à les mettre dans l'autre plateau de la balance et les siennes à leur place, afin que ses passions et son amour de soi ne puissent rien ajouter au poids. Vous voyez le principe de la réciprocité dans ce texte magnifique. Mais cette réciprocité morale ne peut devenir effective que politiquement, à travers l'existence de l'État et l'institution d'un pouvoir politique. Or, c'est ce moment politique indispensable de l'instauration de la coexistence qui va tracer la limite entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur de l'État, où doivent se mettre en place les conditions juridico-politiques de la coexistence, et l'extérieur de l'État, où l'état de guerre interétatique se poursuit sans fin. C'est ici que la figure de l'ennemi se modifie. L'individu emporté par une dynamique passionnelle conflictuelle, ou d'individus emportés par une dynamique passionnelle conflictuelle, il devient un État, pris cette fois dans une dynamique conflictuelle interétatique. La perpétuité de la guerre interétatique est la conséquence de la théorie de la souveraineté, laquelle implique qu'il n'existe aucune instance humaine supérieure aux États susceptible de les soumettre à une régulation transétatique. Ce n'est donc pas parce qu'ils sont politiques, ça c'est très important, et anti-schmittien radicalement, ce n'est pas parce qu'ils sont politiques que les États se font la guerre, mais au contraire parce qu'ils ne le sont pas assez. Plus exactement parce que le principe politique, c'est-à-dire l'exigence de passage de la guerre à la paix, ne peut pas s'étendre aux relations internationales sans remettre en question le principe de souveraineté. C'est Kant qui, après Hobbes, tâchera de montrer comment on peut concilier l'existence d'États souverains et une alliance de paix entre États. C'est Kant qui, d'une certaine manière, et quelles que soient les critiques qu'il fasse à Hobbes, portera l'exigence hobbesienne de la paix intérieure à l'État, c'est-à-dire l'idée politique elle-même, vers les relations internationales à travers l'idée de paix perpétuelle. Loin d'être opposée à la conception hobbesienne des rapports interétatiques, l'idée kantienne de paix perpétuelle en est au contraire, si l'on réfléchit bien, l'accomplissement. Si la politique est liée à la guerre chez Hobbes, c'est essentiellement parce qu'elle définit l'art de surmonter la guerre. La politique définit l'art de surmonter. Il est possible d'arrêter la guerre si l'on en comprend la nature et les causes. Ainsi, les relations interhumaines ne sont pas vouées à l'hostilité. L'autre peut être autre chose qu'un ennemi sans pour autant devenir un ami. La logique du couple ami et ennemi ne fonctionne pas chez Hobbes. Si la guerre interindividuelle, entendons sur le plan historique la guerre civile, doit être dépassée, c'est parce qu'elle est fondamentalement contradictoire. Loin de servir à la sécurité des parties, c'est-à-dire des individus qui s'affrontent, elle produit l'insécurité généralisée et la généralisation de la misère et de la mort violente. En revanche, l'état de guerre interétatique n'a pas le même caractère contradictoire.
il peut y avoir des vaincus et des vainqueurs. Ce n'est pas le cas, comme on le sait, dans la guerre interindividuelle. Et cet état de guerre interétatique n'implique pas nécessairement la misère des particuliers. C'est pourquoi les relations entre États constituent parfois chez Hobbes l'illustration historique d'un état de guerre généralisé. Je cite Hobbes, mais même s'il n'y avait jamais eu en aucun temps où les particuliers fussent en état de guerre les uns contre les autres, cependant, à tout moment, les rois et les personnes qui détiennent l'autorité souveraine sont, à cause de leur indépendance, dans une continuelle suspicion, dans la situation de la posture de gladiateur, les armes pointées, les yeux fixés sur l'autre. Je veux ici parler des forts, des garnisons, des canons qu'ils ont aux frontières de leur royaume et des espions qu'ils entretiennent continuellement chez leurs voisins. Toutes choses qui constituent une attitude de guerre. Mais parce qu'ils protègent par là l'activité industrieuse de leurs sujets, il ne s'ensuit pas par là cette misère qui accompagne la liberté des particuliers. Fin de citation de Hobbes. L'état de guerre interindividuel et l'état de guerre interétatique comportent deux principes communs et deux principes spécifiques. Les deux principes communs sont la dynamique d'accumulation indéfinie de la puissance et, deuxièmement, l'indépendance mutuelle des termes en conflit. La dynamique d'accumulation de la puissance est animée au niveau des États par le même motif que chez les particuliers, à savoir la recherche de la sécurité, même si celle-ci peut ici perdre de vue ce que l'on pourrait appeler la vaine gloire des États. Je cite Hobbes, les plus grands tournent leurs efforts vers le soin de le rendre sûr, à l'intérieur du pays par des lois, à l'extérieur par des guerres. Et quand cela est fait, un nouveau désir vient prendre la place, désir chez quelques-uns de la gloire de conquête nouvelle, chez d'autres de commodité ou de plaisir sensuel, chez d'autres enfin d'être admirés ou loués par des flatteurs pour leur maîtrise de quelque art ou de quelque autre talent de l'esprit. Fin de citation. L'indépendance mutuelle, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre ce qui paraît le plus favorable à notre intérêt, est également valable pour les individus et pour l'État. Je cite Hobbes, parmi les États ou républiques indépendants l'un de l'autre, chaque république et non plus chaque individu possède la liberté absolue de faire de ce qu'il juge le plus, mais aussi elle vit la République dans un état de guerre actuelle, dans continuer veiller d'art leurs frontières fortifiées, leurs canons braqués sur tous les pays qui les entourent. Fin de citation. Le droit des États de persévérer dans l'être implique un droit aux moyens d'y parvenir. Il s'ensuit donc que chaque État a en quelque sorte un droit naturel sur tous les autres. Les principes qui spécifient les rapports entre États et les distinguent des rapports entre individus sont, on a vu les points communs, maintenant les points divergents, l'absence d'égalité et la non-contradiction de l'état de guerre. Les États peuvent être plus ou moins puissants, il peut donc y avoir victoire ou défaite pour eux. Il n'y a pas chez Hobbes de principe d'équilibre des puissances. Entreprendre une guerre en vue de sa sécurité ou pour une autre raison, comme l'expansion, la gloire ou autre, n'implique pas nécessairement contradiction, au sens où un État peut se lancer dans une guerre avec un autre ou plusieurs autres sans se mettre en péril de mort. La guerre est donc un phénomène de puissance qui a une tonalité propre, mais qui ne relève pas du droit. Les positions de Hobbes peuvent sembler très éloignées de la juridicisation de la guerre chez Grotius. Par exemple, l'idée d'une régulation juridique transétatique des États qui remettent en cause la souveraineté de ceux-ci n'est pas envisageable pour Hobbes du tout. C'est pourtant de ce côté-là que la logique de la pensée de Hobbes aurait dû peut-être le conduire, mais Hobbes est resté en deçà des possibilités ouvertes par la logique même de sa propre pensée. Ainsi,
la mise en place des conditions de la paix interne et d'une dynamique passionnelle qui fait disparaître l'hostilité et la figure de l'autre comme ennemi a une limite, celle de la juridiction de l'État. Hors de cette limite, l'hostilité continue. Mais cette hostilité externe n'est pas du tout valorisée par Hobbes. Elle n'implique chez lui aucun appel au sacrifice de l'individu autour de l'État. Un principe de corrélation entre guerre externe et intérieure. Contrairement aux penseurs de la raison d'État de la même époque, Hobbes ne dit jamais que la guerre externe est un moyen de maintenir l'unité du peuple et la paix. Mourir pour la patrie ne sera jamais un principe hobbesien. L'existence de cette réalité artificielle qu'est l'État est en effet définitivement subordonnée au maintien de l'être et du bien-être des individus. L'externalisation de la guerre, de l'hostilité et de l'ennemi ne tient pas à la nature même du politique. L'État n'est pas politique parce qu'il est capable de désigner l'ennemi, de le combattre, de l'abattre, de le supprimer ou de le dominer. Hobbes sait bien que les guerres externes sont souvent cause de destruction des États et exposent les individus à la mort ou à la servitude dans l'État vainqueur. Il n'y a aucune positivité de la mort violente, du don de soi à l'État. La politique n'a rien à voir avec la mystique du sacrifice. On peut donc dire que l'externalisation de l'hostilité résulte de l'insuffisance du politique, de ce que le principe de l'application de l'exigence d'arrêter la guerre entre États n'a pas été découvert. Il faut attendre le temps où la souveraineté étatique et l'alliance d'États pourront être pensées ensemble. C'est, je crois, la raison pour laquelle Hobbes n'a pas fait de traité sur la guerre internationale. Il avait lu le De Iure Belliac Pacis de Grotius, qu'il connaissait parfaitement. Il avait perçu la faiblesse de la définition grossienne de la souveraineté, qui pouvait être, selon Grotius, limitée, partagée ou pour une période limitée seulement, ayant pris le parti de donner un sens fort à la souveraineté étatique parce que son problème majeur était la guerre civile et non la guerre internationale. Il a comme laissé en suspens la question de la guerre entre États en dehors de la question politique, c'est-à-dire de l'application du principe politique. Il faut arrêter la guerre, il faut sortir de l'état de guerre. Mais nous n'en avons pas fini avec l'ennemi, car celui-ci va revenir sous une forme inattendue dans l'État, et pas seulement sous la figure du rebelle ou du conjuré, qui rejette explicitement le lien constitutif de l'association politique, c'est-à-dire le pacte social. Ce point est passé, pour ainsi dire, inaperçu des commentateurs. Il fait pourtant l'un des intérêts majeurs de la pensée de l'ennemi chez Hobbes et la puissance de sa théorie politique. La réapparition de l'ennemi au sein même du pouvoir, quand le pouvoir devient d'une certaine manière l'ennemi de ses sujets. Troisième point dans cet examen de l'ennemi intérieur. J'ai essayé de montrer ailleurs que l'un des aspects les plus remarquables de la pensée de Hobbes tient à ce que, loin d'esquiver les difficultés, celles qui sont susceptibles de remettre en cause sa propre conceptualité, elle les souligne au contraire fortement. Il ne s'agit pas pour Hobbes ridiculement de se mettre en difficulté lui-même, mais de montrer qu'il y a une fragilité de l'institution politique malgré le pouvoir absolu dont elle est dotée. Les causes de la destruction de l'État ne se trouvent pas uniquement du côté des sujets, du rebelle, du révolté, mais aussi du côté du souverain. Le représentant souverain peut être lui-même cause d'affaiblissement, voire de destruction de l'État. C'est dire que celui-ci peut se loger au cœur de la nouvelle figure de l'ennemi intérieur. Il importe de rappeler que la doctrine du pouvoir comme ennemi public intérieur n'est pas nouvelle. Elle est présente chez la plupart des monarchomaques au XVIe et XVIIe siècle. L'ennemi public, c'est, dans les doctrines monarchomaques, le tyran, c'est-à-dire le pouvoir politique illégitime ou injuste opposé à la monarchie royale ou à la République. Ainsi, chez George Buchanan, la tyrannie est antipolitique parce qu'elle détruit le lien social et politique, en particulier les liens de citoyenneté et même d'humanité.
Un tyran est l'ennemi de Dieu, dit Buchanan, et de l'humanité entière. C'est pourquoi il est, pour Buchanan, l'ennemi public par excellence. L'autorité et la sécurité du tyran dépendent en effet de la faiblesse et de la servilité du peuple. La conduite du tyran vise donc à les produire, à reproduire cette faiblesse et cette servilité et à les entretenir. Il ne se comporte, dit Buchanan, ni comme un chef, ni comme un commandant, ni comme un gouvernant, mais comme un destructeur de la société et du gouvernement. Maître arrogant et oppresseur, s'il se part du nom du roi, c'est en l'usurpant, le tyran. Il est ennemi de toute la société et de chaque individu en particulier. C'est pourquoi il vit dans la crainte de ses citoyens et de ses serviteurs, et de ses voisins. En somme, il éprouve en lui-même les tourments qu'il inflige à son peuple. L'antidote au tyran, c'est pour Buchanan le gouvernement royal dont les devoirs découlent de ses fonctions dans la société. On retrouvera cette théorie du tyran comme ennemi public dans la Politica d'Althusius au début du XVIIe siècle. Je cite Althusius, est un tyran, celui qui se conduit en ennemi et trouble la concorde et la sécurité publique, en entretenant et en nourrissant les divisions, les schismes, les rivalités, la défiance entre les sujets, à un point tel qu'une partie de la faction redoute l'autre partie, et ni l'une ni l'autre ne se rebelle et ne s'insurge contre lui. Le travail du tyran, c'est de diviser son propre peuple. C'est également dans ce courant que se situe la pensée politique républicaine de John Milton, lequel est exactement contemporain de Hobbes, mais radicalement opposé à la doctrine de la souveraineté absolue de celui-ci. Dans The Tenure of Kings and Magistrates, texte publié quelques semaines après l'exécution de Charles Ier, il développe une argumentation qui tâche de justifier cette exécution, l'exécution de Charles Ier donc, comme celle d'un tyran. Voilà ce qu'il dit, Milton. Le mandat de l'autorité politique, qu'il s'agisse d'un roi ou de magistrat, est limité par son origine, sa durée et son extension. Le mandat est également limité dans son domaine d'exercice, dans la mesure où l'autorité politique est soumise aux lois. While as the magistrate was set above the people, so the law was set above the magistrate. De la même façon que le magistrat est au-dessus du peuple, la loi est au-dessus du magistrat. Si le roi ou le magistrat est infidèle à son mandat, le peuple ne sera plus tenu à l'obéissance. Lorsque l'autorité politique transgresse l'alliance et le serment qui lui a conféré sa dignité, c'est-à-dire son lien avec le peuple, elle devient tyrannique et prend la figure de l'ennemi public. En effet, un tyran s'exclut du peuple, il lui devient étranger, de sorte que le seul droit qui prévale avec lui est le droit de guerre qui ne diffère en rien des hostilités avec l'étranger. Milton est un ennemi public à la lettre, puisque le droit de se défendre contre lui est le même que le droit de guerre extérieure. Je cite Milton, The law of civil defensive war differs nothing from the law of foreign hostility. Fin de citation. On considère habituellement que la théorie du pouvoir politique comme ennemi public n'est plus possible avec la doctrine de la souveraineté comme pouvoir absolu, instance de décision ultime et sans appel de Hobbes. Cette doctrine supprime en effet la distinction entre le pouvoir légitime et le pouvoir illégitime, et avec elle la possibilité de distinguer le roi du tyran. C'est d'ailleurs ce que Hobbes dit à la lettre. Pour lui, la différence entre un roi et un tyran n'exprime que l'appréciation subjective, positive ou négative qu'un individu a de la monarchie. Mais il ne s'ensuit pourtant nullement de là que Hobbes ne conçoive pas la possibilité pour le pouvoir d'accomplir des actes d'hostilité contre les sujets qui peuvent aller jusqu'à la mise en cause de l'existence de l'État. Il y a en effet des possibilités de résurgence de la figure de l'ennemi intérieur, aussi bien du côté du pouvoir que du côté des sujets.
Ainsi, dans le chapitre 28 du Léviathan, qui concerne les récompenses, les châtiments et les récompenses, Hobbes distingue deux types d'actes susceptibles d'être commis par le souverain pour punir ses sujets. Il y a d'abord le châtiment ou la peine, qui est un mal infligé par l'autorité publique en raison d'une transgression de la loi. Le châtiment, contrairement à la vengeance, a pour objet l'avenir, c'est-à-dire disposer les hommes à l'obéissance dans le futur. 4 déterminations définissent le châtiment. Il s'agit d'un moral exercé au nom de la loi, 4 qui a pour but de porter les hommes à respecter les lois. Il y a ensuite, donc d'une part, donc ça c'est le châtiment, tous les actes qui excèdent ces définitions du châtiment et par lesquels l'autorité politique inflige un mal moral ou physique qui déroge à la logique juridique du châtiment. Ce second type d'actes, Hobbes les appelle act of hostility, factum hostile, acte d'hostilité. Il y a toute une théorie des actes d'hostilité que l'autorité politique peut infliger au sujet. Je cite, qu'un mauvais traitement infligé par l'autorité politique, mais sans qu'il y ait eu antérieurement une condamnation officielle, ne doit pas recevoir le nom de châtiment, mais celui d'acte hostile, car l'action pour laquelle on est châtié doit d'abord avoir été jugée de par l'autorité publique, constituer une transgression de la loi. Fin de citation. Ou encore, tout mal infligé sans aucune intention ou possibilité de disposer le délinquant ou, par son exemple, d'autres hommes à obéir aux lois, n'est pas un châtiment, mais un acte d'hostilité. Il y a donc acte d'hostilité lorsque le pouvoir ne forme pas au procès, inflige une peine au-delà de ce qui est requis par la loi ou par effet rétroactif d'une loi nouvelle, sans considération du futur et d'autres dispositions prescrites par la loi, par les lois. On comprend donc que l'autorité politique puisse devenir elle-même, pour Hobbes, pas seulement pour Milton, l'ennemi public, et donc mettre en péril l'existence de l'État. Lorsque l'État n'est pas gouverné selon les règles qui régissent l'art politique, l'autorité politique devient elle-même cause du retour du rapport d'hostilité, ressurgit alors l'ennemi intérieur sous la forme la plus terrible, celle du pouvoir politique, ennemi des citoyens. Les citoyens peuvent également commettre des actes d'hostilité. C'est le cas du rebelle, du factieux, du conjuré. En vain de tous ceux qui, explicitement ou implicitement, par leurs paroles ou par leur comportement, manifestent qu'ils ont rompu le lien constitutif de la société et de l'État, à savoir le pacte social. Je cite Hobbes, « Si dans ses actions ou dans ses paroles, un sujet nie consciemment et délibérément l'autorité du représentant de la République, on peut légitimement, quelle que soit la peine précédemment prévue pour le cas de trahison, lui faire au représentant. En effet, en récusant sa suggestion, il a récusé le châtiment prévu par la loi. Il pâtit donc en tant qu'ennemi de la République, autrement dit au gré de la volonté du représentant, c'est-à-dire du souverain. Car les châtiments établis par la loi sont destinés aux sujets, non aux ennemis. Ce sont des ennemis ceux qui, après avoir été de leur propre fait des sujets, rompent délibérément cette alliance et récusent le pouvoir souverain. Fin de citation. L'ennemi déclaré est celui qui nie sciemment et délibérément l'autorité du représentant de la République, déniant sa suggestion, il devient ennemi intérieur. Il ne relève plus du droit civil, mais de la guerre. Le combattre est un acte de guerre. L'ennemi déclaré est dans l'État la résurgence de l'ennemi intérieur du côté des sujets. L'acte d'hostilité par excellence qu'un sujet peut commettre est celui qui consiste à attenter à la personne du représentant souverain, puisque c'est
aussi par là remettre en cause l'unité qui fonde de l'institution politique et la maintient. Il est clair que ce point implique le rejet définitif de la attachée à la vie du souverain, c'est devenir ennemi de la République, même si le souverain est cruel. Ce qui est important ici n'est pas la contradiction que l'on peut souligner à juste titre entre l'affirmation que l'autorité politique peut devenir ennemie des sujets et le refus radical de toute atteinte portée à la personne qui l'assume. Ce qui importe, c'est que Hobbes montre comment la figure de l'ennemi relationnel peut devenir par différentes voies dans la société, peut ressurgir par différentes voies dans la société, l'une d'entre elles étant constituée par les actes d'hostilité du pouvoir. L'externalisation de la guerre, alors un mot pour conclure, l'externalisation de la guerre sous la forme de la guerre entre États n'implique jamais chez Hobbes la fin de la possibilité d'un retour de la guerre civile, causée par l'irrationalité des sujets ou par celle du pouvoir. S'il y avait une leçon à tirer de cette pensée de l'ennemi, c'est que l'art politique est un exercice difficile et permanent, un exercice difficile et permanent pour surmonter la résurgence toujours imminente de la figure de l'ennemi, laquelle peut avoir, comme nous le savons maintenant, plusieurs expressions. Le politique ne consiste nullement dans l'exaltation de l'ennemi, au contraire, il consiste dans l'exigence de surmonter la relation d'hostilité. Merci de votre attention. Merci Zarqa pour cet exposé très éclairante, très importante. E je suis là pour faire la médiation. Ceux qui veulent poser des questions, aqueles que querem colocar uma questão para o Zarqa, podem usar o recurso de levantar a mão, que nós então vamos chamá-los para fazer a questão. E se quiser colocar em português, a gente pode fazer a tradução para o francês. Zarqa, donc on attend que les gens posent des questions et je ferai la traduction s'il faut. D'accord. Quoi? Eu só espero que... André Cisneros. André Cisneros, vai lá. André Cisneros, pode colocar a sua questão. Saludos, muchas gracias por la presentación. Estoy hablando en español. ¿Todo ok? Ok. Donc, vou fazer a tradução para ele, então. Você fala devagarzinho para eu poder passar para ele em francês, ok? Ok. Respecto al enemigo, si es que la única manera de convertirse en enemigo es atentando contra el soberano, o hay alguna otra posibilidad de constituirse uno en enemigo. Que eso es lo que finalmente va mi texto, ¿no? El día miércoles. Il demande si la seule façon de devenir un ennemi, c'est pour la confrontation avec le souverain. Si ça c'est la figure de l'ennemi, si ça résume la figure. Mais non, justement, j'ai dit exactement, enfin, c'est une figure seulement. J'ai dit que le pouvoir lui-même, souverain, pouvait devenir l'ennemi du peuple. Et bien entendu, aussi, les individus peuvent devenir dans l'État ennemis les uns des autres s'ils rentrent dans l'État dans une dynamique de puissance. Donc, non, ce n'est pas la seule façon. Non, non, non. Elle est complexe, la figure de l'ennemi. D'accord. Então, André, não sei se você pegou a resposta dele, não é só a figura do inimigo, daquele que se coloca contra o Estado, mas ele insistiu no fato de que o Estado pode se tornar também, portanto, figuras que participam do Estado podem se tornar inimigos do povo. Né? Se diz que é uma questão bem complexa, tem várias figuras. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. André Cisneros.
Il n'y a plus de questions? Est-ce que je peux poser une question, donc? Posso colocar uma questão, então, Clóvis? Claro, Bel, claro. Só lembrando, também o pessoal pode colocar, eventualmente, aqui pelo chat a questão, tá? Mas se não, é só no Reactions, aqui embaixo, tem o botãozinho que tem o Raise Hand, ou levante a mão, conforme a versão aí que vocês têm. Tá. E não tem nenhuma questão aqui no chat, por hora né? não tem. Então, é contigo, Isabel. D'accord. Então, eu vou fazer a questão em francês e depois eu traduzo para o português, certo? Bon, Zarka, ma question, c'est sur les sujets de la punition. Comment vous voyez cette figure? Parce que pour moi, le sujet qui est puni par l'État, d'accord, il n'est pas l'ennemi, parce qu'il va être, justement parce qu'il s'agit d'une punition. Mais il y a là une indétermination, on essaie très en avance si la punition ne excède les limites de la loi. Donc, quand l'État va punir, vous ne croyez pas que là s'établisse une relation, nécessairement une relation d'hostilité qui peut être après supprimée si la punition est bien mesurée, etc. Et si le sujet accepte la punition dans la mesure qu'elle a été imposée au sujet puni. Donc, je voudrais seulement savoir de vous un peu comment vous voyez la question du sujet de la punition par rapport à l'État, par rapport à cette question de l'hostilité. Mais attends, je vais traduire en portugais la question avant de vous passer la parole, d'accord? Bom, eu perguntei para ele sobre a questão do sujeito da punição, o sujeito que é punido. Ele, claro, não é o inimigo, porque ele é o sujeito da punição. O Zarka explicou que a hostilidade ela nasce, né, entre o Estado e o súdito, quando justamente não se trata de uma punição que se faz através da lei, mas quando a punição extrapola a lei. Mas eu perguntei para ele se não há aí um estado de indeterminação em que não fica bem claro até onde a punição é punição, até onde ela se torna um ato de hostilidade e como é que ele vê, então, essa temática com relação ao sujeito da punição. C'est ça, donc je fais la traduction et la parole c'est à vous. Oui, alors, pour Hobbes, il y a une ligne de démarcation stricte entre le châtiment pour une transgression de la loi et l'acte d'hostilité. Il y a une différence stricte. Seulement, effectivement, dans les faits, il peut, la séparation peut devenir douteuse et le pouvoir peut faire passer pour un châtiment ce qui n'est en vérité qu'un acte d'hostilité. Donc, ce que je peux dire, c'est que dans le principe, il y a une distinction très claire entre le châtiment qui suppose une transgression de la loi, qui suppose un jugement de culpabilité, d'une part, et qui a pour but l'avenir, et d'autre part, l'acte d'hostilité. Mais tout dépend, et c'est très important pour Hobbes, de l'art de gouverner, qui existe aussi chez Hobbes. L'art de gouverner. Le souverain qui commettrait l'erreur de commettre des actes d'hostilité en le faisant passer pour des châtiments, celui-là, il va causer sa propre perte et la perte de l'État. Celui-là, il va le faire, il va le recommencer et il va lui-même remettre en question l'existence de l'État. Et donc, pour lui, il y a entre les deux, il doit y avoir entre le châtiment et l'acte d'hostilité une différence très claire, maintenue en vertu du bon art de gouverner, et non pas de l'art irrationnel de gouverner,
qui consiste à faire à commettre des actes d'hostilité contre les sujets. Je voudrais compléter cette considération sur une différence avec Rousseau. Si un acte comme d'hostilité à l'égard de l'État, à l'égard de la volonté générale. Et il suffit de lire à cet égard, dans le contrat social, le chapitre sur la peine de mort. Et donc, on ne sait pas si, mais vraiment, la moindre infraction à la volonté générale, c'est-à-dire aux lois, ne transforme pas un individu en ennemi susceptible de recevoir le châtiment le plus rude. Alors, ce qu'il faut bien souligner entre Hobbes et Rousseau, c'est comme je l'ai dit, comme on le sait, pour Hobbes, l'État est subordonné aux individus, au maintien de l'être et du bien-être de l'individu. Tandis que pour Rousseau, la volonté générale, elle est supérieure, elle est à la fois supérieure aux individus et en même temps interne à eux. Et donc, c'est ce qui fait la différence entre les deux, où on ne voit pas très clairement chez Rousseau la différence qu'on en voit chez Hobbes entre châtiment et acte d'hostilité. Ok, d'accord. Merci beaucoup por a réponse. Bom, tentando resumir bastante, ele disse que no Hobbes há uma distinção clara entre atos de hostilidade e atos de punição, mas que na prática essa distinção pode se esfumaçar, e que isso depende, no caso do Hobbes, de uma arte de bem governar, do governo, que ele insiste, é uma temática hobbesiana, né, e que o bom governante é aquele que vai deixar clara a distinção entre atos de hostilidade e os atos penais, porque isso é uma condição da manutenção do Estado. E ele estabeleceu também uma comparação com Rousseau, para quem essa distinção que existe no Hobbes é menos clara, em função do fato de que, para o Rousseau, a vontade geral está acima dos indivíduos, enquanto que, para o Hobbes, o Estado serve aos indivíduos, né? E daí decorre uma distinção, uma diferença entre Rousseau e Hobbes com relação a esse ponto. É isso, resumindo bastante. Aqui há uma questão no chat. Isabel, temos o Cláudio Leivas, que pediu primeiro, depois o Márcio, não sei se é o Márcio Seco, e temos também a Patrícia Nakayama depois. Então, essa é a fila. Cláudio já está com o vídeo aberto. Então, vamos lá, Cláudio. Você, com a palavra. Microfone, Cláudio, por favor. Ouvindo agora? Sim. Sim. Olá a todos. Peço a gentileza da Bel fazer a tradução, que flui melhor, não preciso falar duas vezes daí. Dizer inicialmente uma satisfação, tive um problema de internet móvel e não pude estar na abertura, mas rapidamente, então, em nome da Associação Latino-Americana de Estudos Hobbesianos, é uma grande satisfação estar aqui, e eu agradeço a todos e principalmente ao professor Zarká por nos dar a honra de estar aqui presente. Não sei se tu queres falar para ele, só para ele. Il vous remercie d'être ici, Zarká, c'est un honneur, etc., etc. Il n'est pas arrivé au début de votre pour le début de la science, mais il a eu un problème d'internet, mais ça, il a pu acompanhar toute la science. Très bien. Bem, merci à vous. Bem, eu quero dizer que
eu fiz a tradução, então eu tenho esse privilégio de poder dizer que foi simplesmente uma das melhores coisas que eu já pude ler sobre a questão da sedição e da conservação do Estado na perspectiva do princípio de hostilidade. Eu queria apenas perguntar, então, ao professor Zarká uma questão que me parece oportuna, que é a seguinte. A perspectiva da hostilidade foi apresentada numa via não histórica, mas empírica, vamos dizer assim. E eu quero remeter a um texto do professor Michel Malherbe, conterrâneo do professor Zarká, texto esse que se chama Hobbes et la mort de Leviathan. Hobbes et la mort de Leviathan, de Opinião, Sedição e Dissolução. Bem, eu remeto esse texto porque tem uma parte desse texto do professor Malherbe que aborda a questão da edificação defeituosa do Estado, ou seja, de uma racionalidade insuficiente para dar conta da regulação das paixões. E ele remete ao capítulo 29 do Leviatã, onde Hobbes diz o seguinte: portanto, quando os estados chegam a ser dissolvidos, não por violência externa, mas desordem interna, a falha não está nos homens, enquanto eles são matéria, mas enquanto eles são artífices, ou seja, makers, fazedores, makers and orderers, fazedores e reguladores. Capítulo 29 do Leviatã, parágrafo 1. E o Malherbe diz então, que os fazedores são mais que autores, são mais que plus que auteur. E essa, então, é a questão, como o professor Zarká explicaria esse defeito de princípio, essa falha na racionalidade, na própria edificação. Concluindo, o Malherbe leva uma questão que é bastante interessante, porque ele diz que é preciso atentar também à questão da contingência. E aí eu vou falar contingência política. Ou seja, a questão toda de se dizer o que se deve fazer para evitar a dissolução envolve apontar para contingências que podem levar à destruição. Isso significa dizer o quê? Significa que o plano da necessidade do determinismo hobbesiano, que sabemos que é a base da sua filosofia natural, ela acaba se confrontando num dilema com o empírico e a contingência política quando se trata de conservar o Estado. Desculpa, Bel, se eu me alonguei demais na questão. Eu vou tentar, se você se sentir não contemplado na minha tradução, você grita aí.
Bon, Zarka, c'est une longue question. Il a fait des éloges pour votre exposé. Sur la question d'hostilité, c'est la meilleure chose qu'il a vue à ce temps-là. Et il a fait une référence à un texte de Michel Malherbe, Hobbes et la mort du Léviathan, et où Malherbe fait une proposition, dit que parfois il a une édification défectueuse de l'État qui fait qu'il ne soit pas capable de réguler les passions, etc. Et c'est qui va faire son dissolution. Et il fait une référence au chapitre 29 de Léviathan, paragraphe 1, où Hobbes dit que ces problèmes internes, ce désordre interne du État, du Léviathan, a rapport avec l'homme en tant que maker du État, non en tant que matière du État. Et donc, il veut savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui c'est cette défaite, ce problème de constitution du État, à qui Malherbe fait référence. Il ajoute que Malherbe fait une référence aux contingences, que c'est plus qu'une question seulement de la nécessité, de la rationalité et de la nécessité du État, mais que la contingence pèse sur ces problèmes-là, qu'elle est importante pour comprendre la question, la possible dissolution du État, des questions empiriques et des contingences. Bon, qu'est-ce que vous en pensez sur ces sujets? Mes chiens sont en train de latir. Je vais fermer mon micro. Bon, je réponds. Oui, bien sûr, il a raison, Malherbe. L'État peut être mal institué. L'État peut être mal institué. Et s'il est mal institué, il est voué à se détruire. Par exemple, s'il y avait un partage ou si, par exemple, les rapports de force étaient tels que le souverain n'avait pas ou laissé à des sujets un pouvoir très grand, l'État se détruirait. De même, si l'État était institué de manière par une convention qui n'est pas celle que propose Hobbes, il n'aurait aucune chance de se maintenir. Et donc, bien entendu, il peut y avoir des contingences dans l'institution de l'État qui rendent l'État, dès le départ, fragile et puis voué à la destruction. Cela dit, ça c'est clair, ça c'est sûr, ça, Hobbes le dit et le répète sans arrêt. Il faut voir aussi, mais selon moi, il faut voir aussi ce qui, à l'intérieur de l'État, même bien institué au départ, peut conduire à sa destruction. Alors, c'est les passions des individus, bien sûr, si elles redeviennent illimitées, mais c'est aussi le pouvoir politique. Ça, personne ne l'a vu. Le pouvoir politique peut devenir ennemi des sujets. Ça, c'était inconcevable parce que, comme on sait, Hobbes ne fait plus de distinction entre le roi et le tyran. Mais la théorie des actes d'hostilité, dans le chapitre 28 du Léviathan, est extrêmement importante. Elle permet de comprendre comment c'est le pouvoir lui-même qui peut devenir destructeur de l'État. Et donc, ce que dit Malherbe est tout à fait juste. Et il faut compléter cette réponse juste par une appréciation sur comment l'État se détruit, pourquoi il est fragile. Uhum. Bom, Zarka diz que o Malherbe tem razão, né, que o Estado pode ser mal constituído, por exemplo, com relação às relações de força que estão na sua base, e se ele for mal constituído, ele não vai ter chance de subsistir, mas que ele
por seu turno, estava chamando atenção no fato de que o Estado, mesmo sendo bem constituído, pode também trazer sintomas de destruição, e ele enfatizou um ponto que ele acha que é pouco enfatizado pela literatura secundária, é que o próprio poder político pode se tornar um fator de destruição do Estado. Isso é pouco notado porque o Hobbes não faz uma diferenciação entre o tirano e o rei, mas, apesar disso, a sua compreensão dos atos de hostilidade permitem a gente pensar que o próprio poder, ao se tornar hostil aos súditos, se comporta ele próprio como um elemento de dissolução do Estado. É isso, acho, como tradução. Não sei se alguém quer completar alguma coisa aí com relação à resposta do Zarcar. Bom, temos mais perguntas. Clóvis, Márcio, por favor, agora. me ajude. Márcio. Pode ligar sua câmera, Márcio. Está aí o Márcio? Aqui. Alô? Oi, Márcio. Alô? Pode falar. Oi. Deixa eu ver se eu consigo ligar Pessoal, minha câmera. Só antes de você começar, Márcio, eu só peço para o pessoal que vai fazer as perguntas tentar fazê-las de maneira bem sucinta e objetiva, porque senão fica muito difícil para traduzir e também para depois retraduzir para a gente as respostas, tá? Pode ficar à vontade, Márcio. O microfone, Márcio. E agora? Me ouvem? Agora sim. Estou me acostumando com essas tecnologias novas. Bom, parabéns, Clóvis, e toda a equipe que me organizaram o congresso, foi muito legal. Bom, eu vou tentar ser bastante sucinto aqui na minha questão. A pergunta é bastante simples, sobre o que fazer com o soberano que se torna inimigo público. Basicamente é isso, Isabel. E a questão é simples, mas ao mesmo tempo ela tem a ver com o fato de que o próprio Hobbes diz que é muito mais tranquilo e muito mais correto suportar aquilo que poderia ser compreendido como injustiça a partir do poder soberano, ou seja, atos de hostilidade que poderiam vir do poder soberano são geralmente tomados como sendo um conjunto de ações que tendem a causar um mal menor do que aquilo que seria uma guerra civil, por exemplo, né? Então, no final das contas, né, a legitimidade não se perde, mas a pergunta é o que fazer com um soberano que se torna, então, inimigo público? Porque, a princípio, parece que Hobbes está dizendo conviva com ele, fique com ele, até que ele morra e apareça um outro melhor. Não é? Então, qual seria a saída que o Zarcar encontra para essa situação em Hobbes? Não é? Porque parece que ele justamente tem esse princípio que eu chamei quase de um princípio tomista, né, que é mantenha-se com o soberano mal, porque não importa quão mal ele seja, ele é melhor do que a guerra. O que fazer com o soberano? Bon, la question est quoi faire avec le souverain qui devient hostile, qui est le mauvais souverain? Parce que Hobbes dit, il paraît qu'il dit qu'il faut le supporter quand même, parce que le pire, c'est la guerre civile. Et il dit ça par rapport à l'action injuste du souverain. Est-ce que ça vaut aussi pour les nations hostiles? C'est la même chose. Ça, c'est moi qui fais la question sur l'hostilité et la justice. Márcio n'a pas fait cette distinction, mais moi, j'ajouterai la question. Oui. Non, mais il a raison. Il a raison. On ne peut pas nier. Hobbes dit que, quelque injuste qu'il soit le souverain, on ne doit pas le démettre parce que ce qui est le pire, c'est la guerre civile. C'est vrai. Et pour l'hostilité, c'est pareil. Vous avez raison. S'il faut comparer les deux. Et donc, alors, mais le point de l'argumentation de Hobbes, c'est de dire que celui qui commet des actes d'hostilité ou des actes injustes, il remet lui-même en cause son propre pouvoir. C'est-à-dire qu'il crée des dynamiques au sein même du peuple telles qu'il va y avoir une extension de la révolte, de l'hostilité, parce qu'il y a aussi une dynamique interne.
Et donc, c'est ça, c'est un souverain digne de ce nom, qui connaît l'art politique, qui commettra le moins d'actes d'hostilité possible. Le moins, on ne peut pas dire qu'il n'en commettra jamais, mais le moins possible. Donc voilà, bien sûr. Bom, tradução é isso mesmo. O Hobbes diz que não se deve tirar o soberano, mas que é preciso acrescentar que aquele soberano que comete muitos atos de hostilidade, ele cria uma dinâmica no seio do povo que levará à revolta e à dissolução do Estado, e que é isso que ele tem que evitar. Então, não que se possa fazer algo contra ele, mas ele próprio está fazendo algo contra o próprio Estado, que vai acabar levando a uma revolta contra ele. Acho que essa é a resposta. E o próximo, Isabel, é o Pablo Mendonça. Pode ligar seu microfone, sua câmera, por favor, Pablo, e fazer a sua pergunta. Não estamos te ouvindo. Ok, agora Pronto, sim. está dando para ouvir? Ok. Pronto, primeiramente agradecer pelo excelentíssimo trabalho de tradução. Agora eu vou mandar a pergunta. Mandei até o trecho no chat para quem quiser se situar. Deixo bem claro que essa questão da política para evitar essa guerra e superar essa figura de inimigo. Aí a minha pergunta é: como fica diante da situação em que o soberano acaba indo numa política belicista ou até mesmo de criação de inimigos internos dentro do próprio Estado? Seria a perda de legitimidade que acarretaria também. Pablo, eu acho que a tua pergunta retoma a pergunta que foi feita há pouco, né? Mas você, só para eu entender, para eu conseguir traduzir direito, você acrescentou em relação ao que ele faz, o que ele faz. Você pode retomar só para eu entender? Pablo? Alô? Eu acho que a gente pode passar para o próximo. Pronto, é que agora consegui, estava bloqueado o áudio. Desculpa. Como seria, no caso que o soberano cria inimigos internos dentro do próprio Estado? La question qu'il pose est comment le souverain doit agir par rapport aux ennemis internes qu'il même crée dans l'État. Il agit en vertu d'un droit de guerre. L'ennemi interne de l'État est un ennemi, donc c'est pas le révolté, le rebelle, le factieux, sont des ennemis, donc ils ne sont plus passibles des lois, ils sont dans une relation d'hostilité. Et donc le souverain peut les traiter comme des ennemis, c'est-à-dire qu'il peut les tuer sans voilà. Il peut il agit envers eux comme des ennemis. Então, a resposta é que ele age com relação aos inimigos internos como inimigos a partir de um direito de guerra. Ele pode fazer o que ele quiser com relação a esse inimigo. O que vale aí é o direito de guerra. A próxima é a pergunta da Patrícia. Você pode ligar o seu microfone, Patrícia? Clóvis, e você está controlando a quantidade de questões? Seguimos com as questões? Sim, nós já fechamos as questões aqui, tá. Mas temos uma fila um pouco grande ainda, tá? Vamos bom, tentar... porque a gente tem a questão do tempo aí da programação que segue. Mas vamos mais um pouco. Exato, vamos mais um pouco, pessoal, porque nós teríamos que já estar no intervalo, tá? Mas eu vou... Patrícia, você consegue abrir o seu microfone, Patrícia? Para a gente agilizar, eu vou chamando o próximo, depois eu passo para ti, Patrícia, tá? Então, eu vou chamar aqui o Marcelo. Marcelo, pode abrir o seu microfone, por favor. Está aí, Marcelo?
Também não está. Olha, a pergunta da Patrícia está no chat, né? Ah, Eu vou tá no ler chat. aqui. Ah, então ótimo. À quelle tradition de la tyrannie Oui, oui. ancienne Hobbes était-il affilié? Platon critique vivement la tyrannie. Hobbes mentionne Édipe, mais jamais reconnaître votre opinion. Merci, c'est la question de Patricia Nakayama. Elle a été écrite au chat, Zarka, si vous... Non, mais l'un des points centraux de la pensée de Hobbes, c'est que la souveraineté absolue de l'État ne permet plus la distinction entre le roi et le tyran. Et ça, il dit que c'est une relation simplement subjective. Si j'aime le roi, je l'appelle roi. Si je n'aime pas le roi, je l'appelle tyran. Bon, ça, c'est le cas. La souveraineté étant absolue, on ne peut plus distinguer. C'est les complexes, parce que le politique est complexe. Et lui-même, il fait revenir, avec l'acte d'hostilité, la figure, entre guillemets, du tyran. Et lui-même, il réinvestit cette figure, mais sans la nommer tyran, c'est acte d'hostilité. Le pouvoir commet des actes d'hostilité et devient l'ennemi lui-même de son peuple, chose qu'on n'attendrait pas. De la même façon, si vous regardez le chapitre 17 du Léviathan, vous allez voir que les sujets qui commettent des actes, des actes contre le souverain agissent en vertu de l'autorisation qu'ils ont donnée au pouvoir. Bon, donc, on dit, celui qui commet un acte contre le pouvoir politique, eh bien, il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. C'est lui qui a autorisé le souverain à agir comme il a agi. Mais dans le chapitre 28, il montre que le droit de punir du souverain est très fragile, parce que personne ne lui a donné le droit de punir. Personne n'a donné au souverain le droit de lui infliger une violence. Et donc, c'est Hobbes lui-même, en vertu de la complexité du politique, qui réintroduit ce qu'il semblait avoir exclu auparavant. Então, ele disse que, de fato, o Hobbes passa por cima, né, da distinção entre o tirano e o rei. Ele recusa essa distinção, portanto, ele não se filia a nenhuma tradição em que essa distinção é feita, né? Mas, por outro lado, ele reintroduz, sem dizer, né, a figura do tirano, quando ele fala dos atos hostis ao tratar da questão das penas, né? Você pode entender que aí se reintroduz, sem que seja dito, a figura do tirano. Mas, então, portanto, de uma maneira nova, creio. Ele também chama a atenção que no capítulo 17 o Hobbes fala que, em virtude do auto de autorização, aquele súdito que age contra o Estado aliás, se autorizou o Estado a agir da maneira que ele quiser, né? mesmo contra a si próprio, mas, por outro lado, no capítulo 18, ele mostra como o direito de punir é muito frágil, porque esse ato não foi autorizado ao soberano, né? E tudo isso aponta para a fragilidade do político em Hobbes, né? Que é isso que acho que ele está querendo chamar a atenção, para a complexidade do fenômeno político, né? Não da fragilidade, a complexidade desse fenômeno, né? E, portanto, a definição aí do que é o tirano, do que é o soberano agindo contra o Estado. Marcelo, por Oui, favor. monsieur, professeur Zaka, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je voudrais oui, merci donc pour votre texte. Je voudrais poser deux questions bien ciblées. C'est la citation de Buchanan, c'est les poètes écossais, c'est le monsieur Buchanan, les mêmes poètes écossais qui a enseigné au Collège de Guyane. Est-ce que vous savez ça? C'est les Buchanan, vous savez, c'est le même, c'est les poètes écossais.
Oui, il s'agit de poète. Ah, d'accord. Et la autre, c'est par rapport à la raison d'État. Donc, vous avez dit que Hobbes, il n'adhère pas à la raison d'État. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une thèse. Donc, on ne peut pas dire que Hobbes est un libertin. D'accord? Parce que si les Ah, libertins... Oui, les partisans de la raison d'État, ils ne sont pas libertins. Non, mais dans le contexte que j'ai dit... oui. Ils sont catholiques. Oui, tout à fait, mais les libertins, ils sont tous chrétiens, c'est ça. Donc, si Hobbes refuse la raison d'État, il n'est pas chrétien. Il n'est pas libertin. C'est ça, c'est que... Mais non. Il y a quelques libertins qu'on pourrait appeler comme ça au sein du XVIIe siècle, comme Gabriel Naudet, qui, on peut dire que plus ou moins est libertin. Mais l'invention de la raison d'État, la mise en pratique de la raison d'État résulte de la réforme catholique, du Concile de Trente. Elle est menée d'abord par des jésuites. Donc, ce n'est pas des libertins, c'est exactement le contraire. Botero est un jésuite et la plupart des autres aussi. Et donc, ce qu'ils ont pour but de montrer, c'est que, contrairement à ce que dit Machiavel, le catholicisme n'est pas, le christianisme même en général, n'est pas une religion des faibles, des esclaves, mais c'est une religion aussi de la force. Et ça, la raison d'État, au début. Próximo da lista é o Dário. Dário, se você puder já ligar sua câmera, levantar a mão também, porque aí aparece para a gente aqui que está na moderação, tá? Caso não, a gente passa para o próximo. Vamos para o próximo, então. Eu não sei pronunciar o nome do próximo, que é o... Não vou pronunciar, mas a Bel está vendo aí você mesmo. Eu não estou vendo. Ele vai... A gente vai habilitar ele. Você pode abrir o seu microfone aí. Aí você já pode dizer como pronuncia o seu nome e seu sobrenome também. Mas ele é um estudante que estuda aqui no Brasil, né? Então ele fala português também. Boa tarde. Então, meu nome é Mbaye Diguim, mas eu gostaria de fazer a minha pergunta em francês, pode ser? Pode fazer a pergunta em francês? Oui, oui. Ok. Bon, je remercie nos professeurs Zarka pour son exposition, son allocution. Et ma question va porter plus sur la figure du souverain représentant. C'est un thème que je suis en train de rechercher. Je suis en train d'étudier maintenant pour ma maîtrise de philosophie à l'Université de São Paulo. Mais malheureusement, je trouve très peu de références sur cette question. Non? Et c'est un thème qui me paraît un peu confus. Non? Surtout, comment comprendre qu'un souverain soit un représentant, surtout quand on voit dans notre contexte actuel. Non? Parce que le Hobbes, il présente le souverain comme celui qui a le pouvoir absolu. Et au même moment, il présente le souverain comme un représentant. Bon, il va du concept de la personne, il utilise même des figures, disons, des concepts du monde, donc, du théâtre, pour expliquer un peu comment se fait ce passage de la souveraineté à la représentation. Mais pour moi, c'est un peu confus aussi, parce que je vois un peu dans le contexte des démocraties modernes. Non? Et alors, quand je pense à représentation, je pense à la question du mandat. Et quand on parle de mandat, le représentant, il doit répondre d'une manière ou d'une autre à celui qui l'a mandaté. Non? Mais cela ne paraît pas très clair chez Hobbes. Donc, j'aimerais que si le professeur pourrait un peu expliquer cette relation entre représentation et souveraineté chez Hobbes. Merci beaucoup. Bon.
la souveraineté et la représentation sont liées, fondamentalement liées chez Hobbes. Chapitre 16 du Léviathan. C'est dans ce chapitre que se joue l'essentiel. Quant aux commentaires que vous pouvez lire, bon, je peux vous renvoyer à mes propres livres. Lisez la 4e partie de la décision métaphysique de Hobbes et vous comprendrez, je pense, très bien où Hobbes est la pensée politique de moderne et vous comprendrez le rôle de la représentation. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Est-ce que ça marche? Allô? Allô? Oui, ça marche, ça marche. On vous écoute. Oui, mais là, je ne voyais pas, je ne voyais rien. Est-ce que ce que j'ai dit est passé? Oui, oui, oui. Je vais faire a tradução em português aussi. O Zarqa remeteu essa questão sobre a representação que lhe foi posta, remeteu Alors, en revanche, Ah. en revanche, le rôle, Hobbes a joué un rôle considérable dans la création de la notion de représentation. Ça, c'est l'autre représentation jouée. Il ne faut pas tenir la représentation. Está cortando. Un mandat donné au pouvoir dont il doit répondre à l'égard des sujets. Or, la représentation chez Hobbes, elle est illimitée. Elle n'a pas de limite. Et donc, le souverain, il n'a à répondre de rien. Il n'a à répondre de rien. Comme ce n'est pas un mandat impératif ou un mandat limité. C'est un mandat qui couvre toutes les actions du souverain et donc de manière illimitée. Par conséquent, le souverain n'a pas du tout à rendre des comptes. Faço a tradução ou não? Para o público, seguimos. Acho que seguimos, né? Em virtude da hora. Pode ser. Tem essa pergunta do Dário que está no chat, Bel. Você está conseguindo visualizar? Tem bastante coisa no chat. Então a gente pode fazer de repente. São mais 2, né? Mas eu vou ler aqui a pergunta do Dário, se o professor Zarqa poderia dizer algo sobre a religião ou os religiosos como inimigos, por exemplo, no Leviatã, especialmente porque podem ameaçar a República. Zarqa, la question est sur les religieux, s'il peut être considéré ennemi quand il pose des risques pour l'État. Mais bien sûr, bien sûr. La question de la religion comme une forme d'inimitié. La religion, les sectes religieuses sont l'une des principales causes de troubles et de guerres civiles. C'est pour ça que Hobbes veut faire du souverain non seulement lui donner une dimension politique, mais aussi en même temps religieuse. Il a le sceptre en même temps que l'épée. Et donc, il doit y avoir pour Hobbes une hégémonie du politique sur le religieux. C'est parce que la religion est dangereuse. Voilà. Sim, os religiosos podem ser inimigos, essa é uma questão que o Hobbes tem sempre em conta, e por isso que o Estado tem também que tomar pé da religião, né? Tem que se impor sobre a religião, porque ela pode se tornar perigosa. Por isso que o Leviatã tem um cetro também. Ok, a próxima, a penúltima, é a do Carlos. Por favor, Carlos, você pode ligar o seu microfone. Tem uma pergunta aqui no chat. De quem é essa pergunta? Do Bogdan, Bel. Ou não sei, Bogdan, você quer fazer pelo chat aqui? Tá no chat. Ou pode abrir seu microfone também, pode ser. Bonsoir, M. Zarqa.
J'ai une question. Ne pensez pas que la philosophie politique de Hobbes soit vulnérable car elle repose sur l'hypothèse que les gens ont dans leur intégralité la même vision de la vie. Tout le monde peut faire la vie de la mort, peut faire la paix de la guerre, a la même vision du bonheur. Peut-on formuler une critique psychanalytique, peut-être la pulsion des morts qui est innée à votre conception, ou postmoderne de ces hypothèses? Zarqa, vous avez compris la question? Non, non. Non, elle a écrit ici au chat, je vais la relire. Si vous ne pensez pas que la philosophie politique de Hobbes soit vulnérable, car elle repose sur une hypothèse que les gens ont dans leur intégralité la même vision de la vie, qu'ils préfèrent la vie à la mort, qu'ils préfèrent la paix à la guerre, etc. Ici, on ne peut pas faire une critique psychanalytique ou postmoderne à cette hypothèse de uniformité de la nature humaine, je crois. Ce que dit cette personne est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il pose en effet que chez Hobbes, les hommes, les êtres humains ont tendance à vouloir maintenir leur vie, à rechercher les satisfactions, à bien vivre, parce qu'il suppose qu'il y a une nature humaine. Et donc, bien entendu, on peut le nier, dire qu'il n'y en a pas de nature humaine, que certains hommes préfèrent se détruire eux-mêmes, on peut toujours, mais on peut faire alors, comme il dit la personne, quand la question, faire une critique postmoderne. Mais par exemple, moi, je suis totalement en désaccord avec cette vision postmoderne. On peut bien entendu devenir tel que mais c'est explique la nature humaine. Bom, eu perdi um pouquinho porque cortou no final, mas ele disse que até onde eu entendi, ele disse que sim, o Hobbes tem uma teoria sobre a natureza humana, ele considera que tem uma uniformidade nessa natureza, que, claro, pode ser negada, pode ser criticada, mas que ele próprio não compartilha dessas críticas pós-modernas a essa ideia da natureza humana. Depois ele falou uma série de coisas que eu perdi, porque cortou um pouco, não sei se foi para vocês também, mas para mim cortou um pouquinho a fala dele. Mas acho que o essencial é isso, da resposta. Bom, vamos para a última, gente, a pergunta do Carlos. Então, Carlos Cáceres, pode abrir o seu microfone, ou caso você esteja sem microfone, pode postar sua pergunta no chat. Il y a une dernière question, qu'il va être posée. La dernière, d'accord. La dernière. Carlos, por favor. Ah, ok. Desculpa, gente. Ele não vai conseguir colocar a pergunta? Cadê o Carlos? Oi, Carlos. Está travando muito, desculpa, gente. Então, okay. infelizmente... Il ne va pas poser la question parce qu'il y a un problème technique avec l'Internet. Il n'a pas réussi à faire la question. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci beaucoup pour être là avec nous pour initier notre discussion latino-américaine sur l'œuvre de Hobbes. Merci beaucoup, Zarqa, pour l'excellent exposé. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Bom, então agora nós nos despedimos do Zarqa e seguimos com a nossa programação, não é isso? Seguimos, Bel. Nós iríamos ter um intervalo, mas já tomou o tempo. Ele foi comido.
E ainda estamos 15 minutos atrasados, então nós vamos tocar direto. Seguimos. Tá? Seguimos. Agora nós teremos uma mesa mediada pelo professor Delmo Matos, que já está por aí, e a gente, claro, agradece todo o seu auxílio e a sua prestatividade, Bel. Valeu. Eu me despeço e agradeço, então, a todos os organizadores aqui a oportunidade de participar dessa mesa.